Y a quelqu'un? Salut. Hot-blooded. Ah, c'est quoi ça? Je croyais qu'ils avaient détruit cette copie il y a quelques années. C'est toi, Rafika Houders? Oui. J'ai adoré ton court-métrage. À part la séquence de fin dans le couloir de la mort, j'ai trouvé que ça manquait d'originalité. J'ai écrit un scénar, moi, si tu veux le lire. T'as visionné ça? Ouais, juste une fois. Cette petite réalisatrice avait du talent. Ah ouais, un putain de talent dans le genre saignant. D'ailleurs, c'est elle qui s'est fait saigner, hein? Le type qui assistait à la projection de ce film a été tué par un psychopathe qui l'a égorgé. C'est plutôt drôle, ça. J'ai vu tellement de meurtres sur cet écran que d'en voir un en vrai, ça m'a rien fait. Et dire qu'il y a des trous ducs qui s'imaginent que de voir des films violents, ça transformerait le pauvre Pékin en criminel. C'est vraiment débile. J'ai vu des dizaines de meurtres. J'ai vu des centaines de meurtres. C'est comme ce mec qui va au McDonald's, qui flingue je sais pas combien de personnes avec un hoodie et qui demande qu'on lui passe sa cassette à la télé. Comme il avait des otages, ils lui ont passé une cassette d'1 heure, enfoiré de journaliste. Moi aussi, je veux passer sur le petit écran et je dirai ce que je pense, parce que je suis pour la libération des films X, moi. Tu piges? L'art, c'est l'art. Et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, c'est déjà le 98e épisode de Jumpscare. Oh, le temps passe. Oh là là. On vieillit dangereusement vite. On approche dangereusement du 100e épisode qu'on vous prépare depuis un petit moment déjà. Et que Dieu sait, c'est compliqué de pas vous révéler la grosse dinguerie qu'on vous prépare. Mais comme le dit le proverbe, après la tempête, le beau temps. Sauf qu'avant d'atteindre le beau temps, il faut traverser la tempête. Et nous y sommes. Un bâtard. C'est-à-dire que c'est... Et nous y sommes. C'est-à-dire que c'est Mylène qui a choisi le film qu'on va évoquer aujourd'hui. Et mon Dieu qu'on va s'amuser. Alors je suis pas d'accord déjà avec le terme film. Ça part déjà mal. Parce que moi je suis un élitiste, j'aime que quand les gens ils sont bourrés en Australie profonde. Voilà. c'est bien, c'est raccord puisqu'on parle d'un film australien. Ce film c'est Cut, un slasher australien réalisé par Kimball Rendall en 2000, avec à son casting Molly Ringwald, actrice culte des années 80, connue entre autres pour les films de John Hughes comme Breakfast Club. Elle est accompagnée de Kylie Minogue, la chanteuse Kylie Minogue, qui vient cachetonner pour une séquence, et à leur côté une belle bande d'inconnus qu'on a hâte de voir se faire massacrer à chaque prise de parole, tant ils sont insupportables. Dans Cut, un groupe d'étudiants en cinéma décide de terminer la production d'un slasher laissé inachevé 14 ans auparavant, après que sa réalisatrice a été sauvagement assassinée par le croque-mitaine du film. Le groupe d'étudiants rappelle l'actrice principale et relance le tournage. Et évidemment, le croque-mitaine refait son apparition pour massacrer l'équipe de tournage à grands coups de cisaille. Un croque-mitaine qui sort tout droit de la pellicule du film original, tourné il y a presque 15 ans, et donc une pellicule qu'il faudra retrouver et détruire pour éliminer la menace une bonne fois pour toutes. Vous l'aurez compris, Cut est un bon gros slasher qui fait partie de ces films d'horreur qui tentent de parler de cinéma d'horreur et qui tentent d'être la réponse australienne à un certain film, on se demande bien lequel. Quel film aurait pu lancer cette mode à la fin des années 90 et au début des années 2000? Mystère. Mais tout ça, on va vite y revenir puisqu'une des plus grosses expertes du slasher en France est parmi nous ce soir pour en parler et pour tout nous expliquer. C'est Mylène, créatrice du festival de slasher Stabaton, qui vient juste de se finir. Comment ça va, Mylène? Ça va, j'ai plus d'heures de sommeil, mais je suis joyeuse, ça va. J'ai vu plein de slashers, je suis contente. Ça s'est bien passé, ça va? Ouais, non, c'était trop cool. Les gens, ils ont grave joué le jeu. Merci à eux et c'était trop chouette. Et merci aux Jumpscaros qui ont donné des points de vie aussi sur le Stabaton. C'était trop cool. Promis, l'année prochaine, on est là avec Dario. Quoi, tu promets à ma place? J'ai rien dit. Hein. Je promets à ta place, ouais. Je t'enverrai pour moi si besoin. Après, si tu passais des bons films, peut-être que... Bref, voilà, je sais pas. Promis, on va faire vendredi 13. Non, ça marchera pas vendredi 13. On attend tous les prochaines, enfin. Un petit peu de sérieux. Il voulait pas venir faire l'épisode ce soir, car je cite le message qu'il a envoyé il y a 30 minutes dans la discussion. À part dire que c'était pas bien, je sais pas si j'ai grand chose à dire sur ton film, Mylène. C'est le roi de la bonne ambiance, évidemment, c'est Dario. Comment ça va? Ça va.
Je t'aime Ça quand va, même, toujours Darren. là pour mettre la bonne ambiance, justement, le bout en train de la bande, hein, bien sûr. La bonne humeur, ouais, ça fait plaisir en tout cas, hein. C'est cool de t'avoir, clairement. Il adore le cinéma australien, mais pas de chance, il déteste les slashers. C'est Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis. Oui, salut, effectivement, c'est totalement ça. Du coup, je pense que ce soir, c'est assez musclé. Ça va être rapide. Elle a conclu son visionnage du film par un « Il va falloir qu'on discute, Mylène, je suis très sérieuse. » Dans la discussion de groupe. C'est Amélie, programmatrice au Festival de cinéma. On vous ment. Oui, j'attends des comptes. Je suis là pour avoir des comptes. Je veux des réponses, Mylène. Elle, par contre, elle est beaucoup plus chill, mais c'est car il y a beaucoup de choses qui doivent lui parler dans ce film qu'on va évoquer juste après. C'est Lily, rédactrice pour le blog du cinéma. Bonjour. Toi, ça va? Moi, ça va. Moi, j'aime l'Australie, j'aime Molly Ringwald, j'aime Kylie Minogue, tout va bien. Voilà. Enfin, quelqu'un qui a du goût. Et puis, évidemment, je suis de retour à l'animation après avoir passé la main à Mathieu la semaine dernière et Amélie il y a 3 semaines pour Your Monster. Mathieu qui faisait sa première animation du podcast la semaine Bravo, dernière. Mathieu. Bravo Mathieu, bravo. Bravo, c'était trop bien. Oui, c'était vraiment cool, hein, et très bons invités au passage, Kat et Forzani. Je suis Romain Plourde et je suis très curieux de savoir pourquoi, Mylène, tu as choisi ce film, étant donné que, bon, le film est ce qu'il est, on va pas se mentir, on va vite voir que les avis sont tranchés, mais te connaissant, il y a forcément une raison. Et ça m'intéresse. Pourquoi Cut? Alors, déjà, vous vous en sortez bien. Parce que mon périple de choix de film a été très très long. Et au départ, j'avais prévu de vous faire voir L'Exorciste en folie. Donc franchement, ça va. Moi, j'aurais préféré, même si j'aime bien Cut. Non, mais en fait, j'ai décidé de prendre Cut parce que c'est un film que j'ai voulu voir pendant très longtemps et qui était indisponible tout en fait le début 2010, tout ça et tout, c'était trop dur de le voir. Et c'est un film qui m'a un peu intriguée et fascinée pendant un moment parce que je voulais voir en fait tous les espèces de sous-Scream qui étaient sortis pour voir ce que ça donnait et parce que je pense que j'étais en manque de Scream et qu'après avoir vu 20 fois les films, j'avais besoin de nouveaux sangs. Et du coup, quand j'ai pu enfin voir le film, c'est un truc qui m'est un peu... Je l'ai toujours considéré comme un sous-Scream, mais plus je le revoyais, plus je me disais qu'il n'était pas si inintéressant que ça. Et en fait, ce que je trouve aussi cool, c'est qu'on dit souvent que le slasher, c'est essentiellement américain. Bien sûr que les slashers américains, il y en a pléthore et ce qu'il y a le plus. Mais on a tendance à oublier que, par exemple, il y a énormément de slashers canadiens qui sont parmi les meilleurs dans le genre et que, surtout, à partir en fait, de la fin de l'âge d'or du slasher, donc vers 83-84, en gros, tout ce qui est hors US commence à faire des slashers. Et ce qui est hyper intéressant, c'est voir en fait les codes et en fait les styles qu'ils injectent dans le slasher et ce qu'ils pensent être aussi du slasher. C'est pour ça aussi qu'on va retrouver par exemple des bouts de giallo, des bouts de crimi, des bouts de polar dans certains slashers en fait qui vont se faire notamment en Suède, qu'on va aussi trouver au Mexique, où en fait il y a une espèce de pêle-mêle de plein de choses. Et je trouve c'est assez cool de voir en fait ce qui est arrivé par exemple jusqu'en Australie en termes de slasher et ce qui a pu fonctionner pour en fait voir ce qui a pu être refait par la suite. Là en l'occurrence Cut c'est clairement un film qui veut devenir Scream. En plus c'est assez intéressant parce que le film sort en même temps que Scream 3 qui du coup exploite aussi l'idée donc d'un tournage, de stab, dans Scream, donc du film dans du film. Sauf que là, Cut, même si c'est pas aussi parfait que Scream, même si on se rend compte que l'écriture, elle est pas aussi bonne, du coup, mine de rien, je trouve qu'il va un peu plus loin là-dessus. Et en plus, il injecte aussi du slasher fantastique et je le trouve pas inintéressant. Et surtout, pour une fois, c'est un film qui met en scène des réalisatrices et beaucoup de personnages féminins dans la construction d'un slasher. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. C'est vrai. Et puis montrer, Pour le coup, c'est vrai. encore une fois, que les slashers, c'est pas essentiellement américain. En plus, Cut, depuis très peu de temps, il est accessible enfin en Blu-ray, ce qui était un truc que je pensais jamais voir parce que vraiment, avant, tu pouvais le voir qu'en DVD rip dégueulasse sur Emule Iceland, tu vois. C'était vraiment horrible. Et en plus, tu tapais Cut, tu tombais sur tout et n'importe quoi. Et je trouve ça cool qu'il soit enfin accessible et surtout, encore une fois, plus je le revois, plus je me rends compte qu'il y a eu très très peu d'émules de Scream qui étaient bons à l'époque, même déjà... À partir de Souviens-toi l'été dernier, même si j'aime beaucoup ce film, en fait, les films n'ont jamais compris Scream, n'ont jamais su ce qu'il fallait faire, n'ont jamais eu le recul nécessaire qu'avait Scream. Et du coup, ça a été très compliqué de faire des bons néo-slashers. Et là, mine de rien, Cut, il sort vraiment en fin de vague de néo-slashers. Donc vraiment, fin 90, début 2000, c'est déjà mort. Déjà parce qu'il y a Columbine, parce que les producteurs veulent plus faire en fait de films qui mettent en scène des adolescents qui tue d'autres adolescents. C'est une thématique qu'on va totalement laisser tomber. Et en fait, toute la vague de teen movie
qui était hyper en vogue dans les années 90 va vraiment s'estomper, alors que durant cette période-là, vraiment, tous les genres essayaient de s'adapter à un public de jeunes, et du coup, le teen movie, il était un peu partout, et c'est pour ça que le slasher aussi est revenu, et pour ça que le néo-slasher a aussi bien marché, au-delà du fait que Scream marchait très bien. Et du coup, en 2001, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, c'est la fin de ce cycle-là, les films sont plus, du coup, des comédies, on n'ose plus trop mettre de gore, on va tenter plus d'hybridation, donc on aura des films comme celui-là qu'on a traité, Psycho Beach Party, vraiment des choses qui sont un peu ovni, qui annonce une nouvelle vague de slasher qu'on verra maintenant par la suite et qu'on sera plus capable d'accepter maintenant parce qu'en fait, on se rend compte que le slasher, c'est hyper hybride et qu'on a des choses méta qui mélangent énormément de genres. Et c'est vrai qu'à la revoyure, je trouve que parmi tous ces sous-produits de Scream, Cut, c'est un élément hyper intéressant. Bien sûr qu'il n'a pas forcément toujours bien vieilli, que les années 2000, ça prend un coup. Peut-être parce qu'on n'est pas encore capable de les voir avec l'œil old school de quand on regarde un film des années 70-80 et qu'on est toujours un peu plus sévère avec la patte du DVD que tu trouves dans le bac à 1 € à Nose. Mais moi, j'avoue, ce petit DVD que tu trouves à 1 € dans le bac à Nose, des fois, ça me fait trop du bien. Et j'avoue que même si ces films-là, années 2000, ils sont pas toujours parfaits, j'ai un petit affect pour cela. Et je trouve que la scène d'intro, elle est super sympa. Le fait, justement, de suivre, en fait, ce film maudit, c'est un trope du cinéma d'horreur que j'aime beaucoup. En fait, ce film maudit, en fait, qui tuerait des gens, c'est un truc qu'on voit dans Master of Horror. Alors, bien sûr que Master of Horror, il fait bien plus peur que Cut. Mais là, j'ai l'impression que Cut, c'est pas tant ça, en fait, le sujet. Là, on suit vraiment plein de persos féminins qui sont un peu des archétypes de ce cinéma d'horreur. Molly Ringwald, qui justement ne fait plus rien, qui n'a jamais été au-delà de cette figure de la final girl d'un film qui n'a pas été abouti. La fille de la réalisatrice de Kylie Minogue qui veut finir son œuvre et tout le monde qui lui dit en fait, mais tu pourrais être la future Jane Campion, tu pourrais faire mieux que ça, pourquoi tu fais un film commercial, pourquoi tu fais un film d'horreur? Bien sûr qu'on n'est pas sur un film d'auteur avec Cut, mais je trouve qu'il y a quand même ça, des éléments qui sont hyper intéressants et je suis trop contente pour une fois de voir plein de persos féminins qui sont là en train de travailler sur un slasher. Encore une fois, c'est assez rare de voir ça à l'écran et moi j'avoue je kiffe. Le bémol que je dirais du film, vraiment pour moi, c'est justement qu'en fait on reste dans cet élément fantastique. J'aurais bien voulu finalement il y a un espèce de whodunit avec presque 2 tueurs et je pense que ça aurait été la force du film si on n'était pas rentré totalement là-dedans. Je pense que la faiblesse, c'est que ce film s'est pris trop au premier degré là-dessus vis-à-vis de son tueur. Parce que si vraiment à la fin on avait eu un petit twist, peut-être que là on se serait dit « Ah putain, ça c'est le truc en plus ». Là finalement tu restes un peu sur une légende urbaine, sur une petite fable, tu la suis doucement et en fait la fin elle est pas si étonnante que ça, malgré l'espèce de twist à la toute fin. Mais ça c'est mon côté un peu décevant. Et puis j'aime bien aussi ce côté un peu punk et tout dans le choix des musiques. Enfin, je sais pas, Cut c'est pas du tout le produit parfait, mais je trouve qu'encore une fois c'est ce qu'on fait de mieux en tant que sous Scream, et je trouve que c'est dommage parce que vu que c'est un film qui a longtemps pas été accessible et qui est australien, je pense que ça vient de ces deux éléments-là, c'est un film qui est très peu connu par rapport à justement à cette vague en fait de sous Scream. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je voulais le remettre en avant et parce qu'il y a Molly Ringwald et Kylie Minogue, très important. Alors, c'est vrai que le film est enfin redisponible, même chez nous en Blu-ray, chez BHQL édition, il me semble. Sorti récemment pour le coup là-dessus, ouais, donc j'entends la démarche. Par contre, t'es quand même vachement généreuse quand tu parles du meilleur des sous-Scream. Je dis l'un des meilleurs, mais en vrai il y en a pas beaucoup de bons, hein. Je crois que tu les as pas tous vus, mais il y a vraiment très peu de bons films sous Scream, hein. Ouais. Ça c'est pas faux. J'essaie de chercher un nom, mais j'ai quand même, enfin, je suis pas fan de Souviens-toi l'été dernier. Halloween 20 ans après, H2O. Ouais, mais pour moi c'est presque pour moi H2O c'est presque transposé Scream sur Halloween, tu vois. Enfin, je le compte presque pas mais oui, il est très bon, j'adore. Après, j'entends totalement la défense de Mylène. Pour le coup, je pense que ça peut aussi plaire aux gens qui sont nostalgiques des années 2000, puisque le film a une patte extrêmement années 2000, voire même, ça pue les années 2000, vraiment. Et c'est vrai que c'est cool de parler d'un slasher australien, parce que quand tu parles film de genre australien, souvent les gens vont capter Survival, principalement, dans la Outback. Attaque Animal, Long Weekend. Alors qu'en effet, ils ont des films de genre Wolf Creek, Solitaire. Et Blackwater. C'est ça. Et alors qu'en fait, ils ont fait plein de slashers, en effet. Je pense à See No Evil. Je sais pas si vous l'avez vu, ce slasher, avec Kane de la WWE. Ouais. D'ailleurs, c'est un film produit par la WWE, production australo-américaine, avec un tueur de fou dedans, qui est ultra violent. Ce slasher, il était extrêmement gore. Mais c'était à l'époque déjà où il y avait... Ouais, il y avait Saw qui était sorti, donc ça y est, c'était l'esthétique rouille. Vert dégueulasse et rouille partout. Ouais.
Bah, il y a Innocent Prey aussi dans les années 80, en 84. C'est un mix c'est à la croisée de plein de genres, mais Innocent Prey, c'est vraiment cool. C'est un film qui est hyper quali, justement, où on suit une femme qui pense que son mari a tué une autre femme, une prostituée, et du coup, qui veut le dénoncer. Et en fait, il sort d'un asile et il vient pour la buter. Bref, il y a toute cette figure de boogeyman qui se crée. La tension est hyper bien gérée dans ce film. Et malheureusement, il est disponible qu'en VHS et je crois qu'il est jamais trop venu jusqu'à chez nous, quoi. Et en fait, c'est le cas de la plupart de ces films qui sont pas des films américains, de ces slashers qui en fait sont soit jamais arrivés chez nous, soit sont passés sous le manteau en VHS parce qu'ils n'ont pas eu de sortie salle et du coup on les a moins mis en avant parce qu'ils ont été balayés par d'autres grosses sorties, quoi. Pour le coup, Cut est sorti en France en salle. C'est quelque chose d'assez rare pour un sous-scream. Waouh. Et en plus, il a été plutôt bien accueilli par la presse. En tout cas, Mad Movies avait été très très généreux à l'époque. Il s'était bourré. Et il avait fait un petit score à box-office. En tout cas, dans sa première semaine d'exploitation, il avait fait 2e place, quand même, en entrée. Ah ouais. Donc, il a quand même eu son public à l'époque. Tu vois, pas qu'on se moque entièrement du projet. C'est ouf. Amélie, qu'est-ce que tu penses du meilleur du sous-scream actuellement? Alors, en fait, je pense que Cut n'est pas vraiment un film d'horreur. C'est un film sur l'horreur. Un film qui veut parler d'horreur, mais qui n'est pas un film d'horreur. Et même un film sur le cinéma en général. Je m'explique. Avec son côté méta, avec non pas un film dans le film, mais 2 films dans le film, puisqu'on a la séquence d'introduction qui est censée être le film donc, de Kylie Minogue. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé cette séquence d'introduction. C'était ce film-là que je voulais voir, moi. Bref. Et ensuite, le film des étudiants. On a une actrice hollywoodienne, du coup, qui est une sorte d'incarnation d'Hollywood à elle toute seule. Elle est là pour représenter Hollywood et le rapport que Hollywood a au cinéma de genre. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement méprisante, elle est très glamour, elle est désagréable. Voilà, pour moi, je pense qu'elle représente vraiment Hollywood et ce que Hollywood représente dans les yeux d'un réalisateur australien. Ce film, il veut parler de trucs importants, on le sent. Il veut parler de qu'est-ce que c'est être créateur quand tes propres parents le sont. Qu'est-ce que c'est avoir l'héritage, par exemple, en tant que réalisatrice, quand ta propre mère était apparemment une réalisatrice de talent. Il essaye de se poser la question de pourquoi on fait un film avec des étudiants qui veulent faire un film de genre, et même pourquoi on fait de l'horreur. Qu'est-ce qui entraîne les gens à vouloir réaliser un film d'horreur, et un film d'horreur en plus un slasher. Donc, il pose des questions sur le rapport au cinéma de genre, il pose des questions sur les films perdus, parce que ce film, personne ne l'a vu, le film de Kylie Minogue au début, il reste plus qu'une seule copie et personne ne l'a vu. Donc, il y a un rapport comme ça à ces films qui disparaissent, qui sont coupés ou perdus et que personne ne peut voir. Il y a aussi un truc sur le film maudit, tu l'as dit, Mylène, ces films qui, je pense à L'Exorciste, mais en fait, c'est pas vrai. Un truc sur, en fait, tous les gens qui ont tourné dans ce film ou qui ont eu un rapport avec ce film, ils sont morts dans des conditions étranges et tout, blablabla, légende urbaine. Ouais, Poltergeist aussi, des trucs comme ça. Et il y a même une interrogation sur les effets sur le spectateur, puisque tous les gens qui voient ce film se font égorger. Qui est un truc que fait aussi Carpenter dans c'est quoi le titre La fin absolue du monde. Voilà, La fin absolue du monde, qui est un film que je trouve cool, mais qui a des défauts aussi. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Donc, je sens que Cut a envie de me parler de cinéma. C'est super, sauf que, et c'est là mon gros sauf que Cut n'est pas un bon film d'horreur parce que c'est pas un bon slasher, il est chiant à mourir, vraiment les 40 premières minutes. J'ai mis une pause pour aller faire pipi, je me suis rendu compte qu'on avait fait que 40 minutes de film, j'en avais marre, il se passait rien. Les dialogues sont plutôt nuls, sont même très nuls, les personnages sont insignifiants, j'en ai rien à faire qui meurent. Les meurtres sont hors champ et ça vraiment pour moi c'est impardonnable. Je crois que c'est Az dans sa vidéo sur Souviens-toi l'été dernier qui dit mais pourquoi vous faites un slasher si vous mettez les meurtres hors champ? L'intérêt du slasher, un des grands intérêts du slasher, c'est que les meurtres soient spectaculaires et qu'on les voit. Et là, tous les meurtres sont hors champ, vraiment nuls. Il n'y a pas de whodunit, tu l'as dit, Mylène, alors que ça aurait pu être vraiment un truc intéressant. Justement, ils sont tous en train de tourner un film. Il y a l'un d'entre eux qui est le tueur, sauf que non, le truc du whodunit, il est assez vite, on va dire, mis sous le tapis parce qu'on comprend très vite que c'est un slasher fantastique. Et en plus, ce boogeyman, parlons-en, mon Dieu, mais c'est Freddo Krueger, quoi. C'est sa copie Wish. Il a un déguisement, il a un costume nul, il a un maquillage plutôt dégueulasse. Et à la fin,
quand on le voit et qu'il fait des punchlines nulles, genre c'est Freddy mais pas bien quoi. Oh là là, mais pitié, tais-toi, c'était mieux quand tu faisais The Shape quoi, s'il te plaît. Et en fait, tout ça fait que je pense que ce film, je vais être très vulgaire, ce film pète plus haut que son cul. Ce film se croit plus malin qu'il ne l'est. Ce film pense qu'il vaut mieux que ça. C'est pas si vulgaire que ça, hein, ce que t'as dit. Je m'attendais à bien pire, Amélie. Je m'attendais à un gros « ouais, fils de pute » et tout. Avec cette espèce d'effet méta de on va faire une réflexion sur le genre et tout, eh ben, il ose pas être un vrai slasher, parce qu'en fait, il s'en fout d'être un vrai slasher. Et je dirais même que ce film est un intello chiant. Ce film est un intello chiant, parce qu'il ose pas mettre les mains dans la barbaque, et il n'est qu'une réflexion sur le genre en surface. C'est bien de balancer plein de références à des films d'horreur, mais tu parles mal d'horreur, tu balances des références qui n'ont aucun sens. On dirait quelqu'un qui a commencé à regarder des films d'horreur et qui essaye de faire genre. Ça sert à rien de citer Carpenter si tu les as pas vus, quoi. Il y a des dialogues sur le cinéma prof-élève qui sont éclatés au sol. Le prof, en début, il est là à la limite à dire que faire un film d'horreur, franchement, c'est trop la honte. Pourquoi vous faites des films d'horreur? C'est n'importe quoi. Et après, le lendemain, il discute avec une étudiante et oui, c'est trop vrai ce que vous dites. Quand elle lui dit ce dialogue qui m'a fait tomber de ma chaise où elle dit mais nous, les femmes, on veut faire de l'horreur. Je me dis ça y est, le film tient quelque chose, le film va dire quelque chose d'intéressant. Et elle dit non, mais parce que quand on fait un film d'horreur, on se rend compte que tous nos petits tracas du quotidien, genre notre bouton sur le nez, c'est pas si important. Et là, j'ai eu envie de crier sur le film. Elle ne ment pas, c'est vraiment la réplique. C'est vraiment ce que le film dit. C'est vraiment la réplique. Et on a un professeur d'université qui apparemment a réfléchi au cinéma d'horreur hier. C'était la première fois qu'il y pensait. Il y avait jamais pensé avant. Et du coup, je suis désolée, mais ce film est une sorte d'incarnation cinématographique de l'effet Dunning-Kruger et non pas l'effet Freddy Krueger. Ça n'a rien à voir. L'effet Dunning-Kruger, je sais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est représenté par une courbe. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à un sujet, on a l'impression de s'y connaître vachement. Et plus on avance dans la connaissance de ce sujet, on se rend compte d'un coup qu'en fait, on n'y connaît pas grand-chose. Jusqu'à ce que, à force de travailler et d'étudier, on finisse par se redire que, oui, effectivement, on est quelqu'un de légitime pour parler de ce sujet, qu'on s'y connaît quand même plutôt bien. Mais ça veut dire que quand on commence à s'intéresser à un sujet, on croit qu'on est trop fort, alors qu'en fait, on n'y connaît pas grand-chose. Mais c'est l'effet que me fait ce film. Ce film me parle d'horreur, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais vu un film d'horreur. Et qu'il ne sait pas faire un film d'horreur et qu'il ne sait pas parler d'horreur. Et que toutes ces réflexions autour du cinéma de genre, elles sont éclatées, je suis désolée. Et en fait, en croyant proposer une réflexion sur le cinéma de genre, il le fait de manière ironique. Et ça m'exaspère. Parce que je trouve que c'est hyper méprisant pour son matériau d'origine. C'est vraiment un film qui s'adresse aux gens qui ne regardent pas d'horreur, mais qui pensent, enfin, je sais pas comment dire, qui pense y connaître quelque chose. En fait, c'est un coup de coude comme ça, genre vous voyez, vous croyez que vous alliez regarder un slasher débile, mais non, en fait, je suis de l'elevated horror, même si ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, non, tu n'es pas ça. Tu n'es ni une bonne réflexion sur le genre, ni un bon film d'horreur. Donc le film m'a plutôt énervée. J'ai pas envie de le revoir et je suis désolée, Mylène, mais au secours. Mais moi, je le trouve pas intelligent. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il se trouve intelligent, ce film. J'ai juste l'impression qu'il va me tenir la bière. Non, pas du tout. Moi, je trouve pas du tout ça. Moi, je trouve qu'il essaye de faire du méta à la Scream, évidemment, mais sans avoir la finesse d'écriture de Scream. Ah oui. Et surtout, ça, il l'a mais pas, oui. en faisant n'importe quoi. Les citations. Genre, on dirait qu'ils tirent dans un chapeau des films d'horreur au hasard et qu'ils les mettent juste dans la bouche des personnages. Ah ouais, c'est comme dans Massacre à la tronçonneuse. Mais non, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Massacre à la tronçonneuse. Pourquoi tu dis mais ça? C'est drôle. On dirait qu'ils sont bourrés et qu'ils sautent des références au hasard. C'est n'importe quoi, ça m'exaspère. Voilà. T'as le cœur sec, tu sais pas ce que c'est que voir un slasher bourré. C'est un bébé bourré, c'est drôle. Non, mais non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, surtout que le film, je suis désolée, mais il se la raconte. T'as pas le droit de te la raconter quand t'es nul comme ça, pardon. Le réalisateur Kimball Rendall, en plus, avait vraiment dit qu'il voulait offrir une réflexion sur le genre. Oui, non, mais ça se sent. Tu vois, je te dis, ça se sent. Vraiment, c'est un film de quelqu'un qui se la pète. Enfin, peut-être pas le réal, mais moi, c'est l'effet que ça m'a fait, quoi. Vraiment, il a dit qu'il voulait faire un vrai gros divertissement, mais qui était vraiment, ouais, comme tu dis... une vraie réflexion sur le genre, sur un commentaire. Le film, tu vois, sur... il m'a mansplané. Je suis désolée. Bon, Lily, toi, t'as passé un meilleur moment, je crois. Ouais. Ça va être compliqué de faire pire, là, je pense. Moi, c'est un film que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé. Après, les 2 dernières fois que je l'ai vu, c'était avec Mylène à 4h du matin. Ah.
avec 6 grammes d'alcool dans le sang. Mais ça compte pas, du coup. Ouais, ça compte. Bah, t'arrêtes le podcast et tu vas revoir le film, en fait. Mais pour moi, ça se consomme comme ça, tu vois. Bah oui. Avec Non. de l'alcool et si. beaucoup de substances illicites. Non, Lily, que de l'alcool. Du coup... On peut pas garder ça dans l'épisode. Mais- Après, substance illicite, il y a substance illicite et substance illicite. Hein. Il y a des, Tu rames. il y a des choses plus Range ou moins tes rames. graves. Range tes rames. Ouais, tu creuses. Elle dit n'importe quoi, elle parle des sucettes à la cerise qu'on trempe dans le vin. Arrête, Lily. Voilà, c'est vrai, on trempe des sucettes dans le vin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Amélie est en face Bref, palme, moi- je sais pas où on va. Ça y est, on les a perdus, c'est mort. En vrai, j'ai des vrais trucs à dire. Hein. Voilà. Vas-y, bébé. J'aime vraiment bien ce film, hein, je vous jure. Hein. Mais même si je reconnais qu'il a un rythme un peu étrange et qu'il n'est pas super bien écrit, on va se l'accorder. Mais comme Mylène, en fait, je trouve que quand même, c'est un des néo-slashers descendants dégénérés de Scream qui a le plus compris Scream. Même si il le comprend peut-être moins bien que d'autres, dans son époque, c'était clairement un de ceux qui a le mieux capté ce qu'il fallait faire. Parce que pour contextualiser, comme vous l'a dit Mylène, très rapidement, après Scream, à partir du milieu des années 90 et jusqu'au début des années 2000, comme vous le savez, il y a eu une vague de néo-slashers pour adolescents inspirés de Scream. Sauf que j'ai pour coutume de dire, comme Mylène, qu'ils n'ont rien compris à Scream parce que ces films, ils vont faire un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu de se moquer des codes du film d'horreur ou essayer de les exploiter comme Scream, qui est censé être leur modèle, ils vont un peu prendre le spectateur pour un con en faisant finalement des slashers classiques, sans dimension méta, en mode Scream, faites comme si vous avez rien vu, s'il vous plaît. Et c'est le cas des Urban Legends ou de Souviens-toi l'été dernier, le premier par exemple. C'est vrai. Eh ben, Cut, c'est un des rares, je trouve, qui fait quand même l'effort de ne pas nier l'existence de Scream avant lui et qui essaye quand même de faire un truc un peu plus méta, même si, bien sûr, on n'est pas Williamson qui veut, donc on n'égrène pas les rêves de manière très élégante. La grande majorité des références à des films d'horreur qu'a cité Amélie, en vrai, elles sont name-droppées dans une réplique au début du film. Et ça vole pas très haut. C'est juste une énumération de titres genre Halloween ou Massacre à la tronçonneuse, là où dans Scream, on allait un peu plus loin en essayant d'initier le spectateur à des concepts comme celui de la Scream Queen, par exemple. Mais cela dit, pour moi, Cut, il se limite pas à un rip-off australien de Scream, puisque, à mon sens, il rip-off aussi Freddy 7. Et même beaucoup plus que Scream, avec cette idée de tueur de cinéma qui entre dans notre réalité, et d'autant plus que, après avoir pastiché Michael Myers, comme l'a dit Amélie, le tueur se mue en une espèce de Freddy de manière assez visible. Et malheureusement, cet élément fantastique, il débarque un peu de nulle part à la fin, ce qui fait très étrange dans un film qui, jusque-là, reste assez réaliste. Là où Freddy 7 installait son boogeyman dans notre réalité de manière plus progressive et un peu plus subtile. Alors oui, Cut, il a ses faiblesses, mais il n'empêche que c'est pas le pire néo-slasher de sa vague. Il a quand même des effets pratiques volontairement kitsch assez sympathiques, je trouve. J'aime beaucoup la fosse jugulaire au début. Aussi, j'aime bien, moi, les looks des personnages, les décors, qui font moitié film d'horreur des années 80, moitié série australienne des années 90, genre Art les cœurs à vif, et mention spéciale au film des années 80 qu'on voit au début, qui ressemble vraiment, mais vraiment, une vieille VHS sépia vert dégueulasse de ces slashers au rabais des années 80 qu'on pouvait trouver encore dans les vidéoclubs. Mais ça, avec une couche de vernis années 2000 de mauvais goût que j'aime personnellement beaucoup. Et Cut a des aspects un peu marrants, pas si ratés que ça, même si un peu condescendants. Par exemple, même s'il est très caricatural, moi j'aime bien le personnage de Molly Ringwald qui a été choisi pour jouer une vedette des années 80, un peu diva, qui tente vaguement de relancer sa carrière un peu comme Molly Ringwald au début des années 2000. Mais écoutez, moi ça m'amuse beaucoup. J'y vois pas tellement plus de malice que ça. J'aime bien Molly Ringwald, j'aime bien voir Kylie Minogue, même si elle vient juste prendre son chèque. Donc je passe pas
un mauvais moment devant ce film, effectivement. Et je trouve même, comme le disait Mylène, qu'il mériterait d'être un peu plus reconnu que les trucs genre Urban Legends et compagnie, parce qu'au moins, il avait un peu plus compris son référentiel. En plus, ce que je trouve trop drôle, c'est que Molly Ringwald, au début, tu te dis, ah, c'est trop bizarre qu'elle joue dans un slasher et tout. Et en fait, moi, je l'avais déjà vu dans un autre slasher en 97, dans Office Killer, qui est réalisé par Cindy Sherman. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc presque clin d'œil de l'avoir choisi elle. Et alors que déjà, dans Office Killer, c'est totalement un film indé, hein, que personne n'a vu, où du coup, un tueur ou une tueuse de slasher bute des gens dans un bureau. Voilà, j'adore. C'est banger. Premier degré, c'est très, très cool. Et après, elle a fait Jamais les hologrammes. Oui. Ça n'a aucun lien, mais... Et là, c'est compliqué pour sa carrière. Je trouve ça très cool qu'elle est quand même... C'est déjà compliqué à l'époque. Après, elle est revenue un peu dans l'horreur avec Riverdale. Donc, il y a quand même une boucle qui s'est bouclée, même si, bien sûr, dans Riverdale, elle est juste là pour être un élément pop, pour faire une espèce de pseudo-référence. Hein, faut pas... Voilà. La plupart des acteurs et des actrices qui ont eu un peu de popularité dans les années 80 ont commencé à cachetonner dans les séries télé qui font de la nostalgie dès les années 2010, tu vois. T'as 3/4 des acteurs de genre des années 80 qui ont fini dans Stranger Things. Tu vois, c'est la facilité. Pour moi, c'est pas un vrai revival de leur carrière, c'est vraiment genre juste j'ai des impôts à payer et j'ai des fans. En plus, c'est pas vraiment horrifique, Riverdale. Si, c'est bien horrifique après. Hein. C'est... Un petit peu, si. Il y a des démons, parce que des moi, je me suis sorcières. sentie escroquée. Genre, épisode 6, j'étais là, allez, là, il va y avoir un fantôme. Et toujours non, pas. la saison 1, elle est pas comme ça, mais les saisons d'après, elles sont comme ça. Et même dans une des saisons, Skitulric, il reproduit la scène de la chambre de Scream. Je l'ai vu en boucle. Voilà, c'est tout pour moi. Oh là là. Wow. Et d'après la rumeur, il pourra le refaire dans la suite de Five Nights at Freddy's, puisqu'il joue dedans aussi. J'espère qu'il aura sa barbe. Voilà. Ça fera un bel épisode, ça, hein. On est content là. Merci Lily d'avoir défendu un peu le film, parce qu'à partir de maintenant, je connais les avis. Je sais ce qui va se passer. Voilà. Dario, le roi de la bonne ambiance. Qu'en penses-tu ? Il a adoré. Sans surprise, moi, je trouve ça nul. Hein. Les 3 premières lettres que j'ai écrites sur mon bloc-notes, c'était nul. Molly Ringwald est cool, je veux bien lui accorder ça. Je trouve qu'elle est même un peu badass au début quand elle pète la gueule du boogeyman. Mais voilà, c'est les seuls bons points du film. Après, c'est que de la merde. Comme l'a dit Amélie, il y a beaucoup de points que j'avais notés qui vont un peu faire écho, ou alors je vais juste répéter ce qu'Amélie a dit, faudra m'excuser. Mais avec Amélie, on pense un peu pareil, apparemment. Donc le film ne comprend pas son sujet, mais je pense que moi je peux l'étendre au cinéma en général, puisque à l'instar des personnages, je pense que les gens qui ont fait le film étaient en école de cinéma et n'avaient pas de bonnes notes, puisque le film est mal écrit, mal réalisé. Il y a des trucs en fait qui sont juste évidents et que le film ne comprend pas. C'est-à-dire que au tout début, on a parlé de cette scène de dialogue entre le prof et la réalisatrice dans le couloir là. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans ce dialogue, il y a un figurant qui passe devant le professeur et qui fait pardon. Et qui fait pardon. Voilà. Il passe devant et sur le plan qui vient juste après, en fait, il n'y a pas l'espace pour que quelqu'un puisse passer. Il y a une espèce de faux raccord débile. Enfin, déjà là, ça va pas. Intellectuel pour ce film. Pourquoi faire ça ? Je comprends pas l'intérêt de mettre, parce que c'est fait sciemment en fait de mettre ce gars-là qui passe pour couper la conversation, mais ça ne sert à rien, ça ne souligne absolument rien. Donc, c'est une fausse piste. Ah oui. C'est peut-être lui le tueur. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, je pense que non. Je veux pas heurter tes sentiments, mais je pense que non. Moi, je l'ai pris comme ça. Je trouve que même de manière générale, le film sonne assez faux et il est rythmé comme un vendredi 13 alors qu'il essaye d'être Scream. C'est ça qui est un peu dur avec ce film. Vas-y, sors pas les grands termes là. Wow. Amélie, elle a hoché de la tête. Et toc. Oui, je vais vous le faire voir avec 3 bières. Vous allez voir, vous allez l'adorer là. Oh. Non, mais tu me dis 3 bières face à ça, je vomis en fait. Vraiment, il s'arrête à 2 toujours. Moi déjà, tu m'auras pas comme ça. C'est pas grave, je vous donnerai d'autres choses. Stop, Lily. Lily qui devient le dealer de jumpscare. Dernier épisode de Lily avant qu'elle se fasse arrêter par les flics. Tu veux un bonbon, petit? Dans les autres trucs que le film ne comprend pas et qui sont un peu la base, genre il y a 2 fondus au noir, mais je sais pas pourquoi il y a des fondus au noir, il y en a pas du tout. Genre il y en a un 30 minutes de film et il y en a un vers la fin, mais ça n'a aucun sens et genre on sait pas pourquoi c'est là, ça veut
ça veut rien dire en fait. Le film, on l'a dit, hein, mais le film parle de Massacre à la tronçonneuse, il dit que c'est hyper sanglant et que Hot Blooded va être plus sanglant que Massacre à la tronçonneuse. On sait tous que Massacre à la tronçonneuse, il y a genre une goutte de sang et puis c'est tout quoi. C'est pas ça la force du film. Donc, comme l'a souligné Amélie, je pense que c'est un film qui ne comprend pas son sujet. Donc, moi j'avais grandi au cinéma, même le cinéma d'horreur en général. Et c'est un film que je trouve un peu insultant aussi pour les gens qui regardent des films d'horreur, notamment le personnage du projectionniste qui m'a un peu fait péter un câble, où c'est genre putain, oui. un gars avec des lunettes fumées, avec plein de trucs de cul collés dans sa salle de projection, et qui devient hyper agressif avec les personnages en disant « Non, mais les films d'horreur, ça rend pas fou, hein. Je suis pas fou, hein. » Et genre, il les secoue à moitié, et dit « Moi, j'adore le cul », et il claque la porte. On sait pas. Bah si, c'est une fausse piste. Ouais, mais... C'est peut-être oui, pour que tu te fasses prendre dans le piège du Cluedo. Mais vous avez rien compris à la poussée philosophique du film, mais quoi. non, parce que le film n'est pas un whodunit, comme on l'a souligné. Le film est un slasher fantastique. Il essaye. Non, parce que quand Molly Ringwald elle le tue, il y a de l'éclair qui sort du cou du gars. Éclairs. Donc non, c'est genre dès le début tu comprends que c'est pas. Oui, mais le film pourrait juste être maudit, tu vois. Bon, bref, on sait pas quoi. Ça pose des questions sur la vie. Ça pose des questions sur le scénariste, surtout. Ouais, sur les acteurs film, aussi. Je trouve qu'il y a personne à part Molly Ringwald qui sait jouer correctement dans le film. Et comme souvent, ils jouent tous dans des registres différents. Donc le film, les personnages sont tous hyper décousus. Il n'y en a aucun qui a l'air d'appartenir à la même réalité que les autres. Ce qui est quand même assez fou. C'est ce qui nous arrive tout le temps. Hein. Il y a quand même des trucs. Le chef opérateur qui est en train de manier la caméra quand le tueur se révèle comme étant le tueur. Oh, putain. Et qui oui, ce long plan. Il fait, genre tout le monde se barre parce qu'il tue des gens devant lui et lui il continue à faire le focus sur le tueur. Oui. Je comprends pas, aucun réflexe de survie. Il y a vraiment que des choix horribles comme ça, je comprends pas. Je pense que c'est pour le côté réflexif sur le genre de notre rapport aux images un peu choc, style de curiosité morbide, mais tout ça. Sauf que c'est fait de manière ultra goofy parce que le tueur, il est devant la caméra, il fait coucou comme ça. Nope de Jordan Peele l'a bien mieux fait, ce truc. Voilà, si vous voulez voir. Je pense que c'est une fausse piste et que c'est peut-être le tueur. Putain, je te redonne la parole pour que tu dises ça. Je t'aime, je t'aime. Et ce que je trouve un peu décevant aussi, parce que malgré tout, comme vous, j'ai souligné le fait que le personnage principal soit une réalisatrice. Et je trouve ça un peu décevant dans le sens où dès le début, elle est très investie dans son film. Et à partir du moment où le film se fait, elle devient genre hyper déconnectée du truc. Elle est pas si investie que ça, alors que c'est censé être le film que sa mère n'a pas terminé, machin. Mais elle a l'air de subir tout le temps le film. Peut-être que ça veut dire un truc sur Hollywood, mais peut-être aussi que c'est juste que c'est écrit avec le cul. Moi, j'ai mon avis. La meuf, elle est sur un tournage. Il y a 2 personnes de son équipe technique, qui n'est pas non plus une équipe technique avec des centaines de personnes. Oui. Voilà. Ces 2 personnes sont manquantes depuis quasiment 24 heures. Et là, elle dit, il faudrait peut-être qu'on commence en fait à s'inquiéter parce que, je sais pas, s'ils étaient dans l'équipe technique, c'est qu'ils servaient quand même à quelque chose. Ah oui. Donc au moment de tourner, il faudrait peut-être s'inquiéter de savoir ce que sont devenues ces personnes, tu vois. Encore plus sur un tournage étudiant où t'as pas d'oseille, donc tout le monde fait 1000 trucs en même temps, quoi. Et tous les personnages autour d'elle sont des gros cons avec elle. Tous des connards. Au prank dans la projection au début où ils se disent tiens, et si on faisait tous genre qu'on se suicidait en face de la réalisatrice pour voir jour 1 du tournage. C'est avant le tournage, c'est même avant le tournage. C'est juste avant. Qui sont ces gens? Qui fait ça? Un faux Freddy qui se met à parler au pif avec une voix de robot qui fait des punchlines qui marchent pas. Prédoche. Par pitié, quoi. Laissez-moi tranquille. J'ai envie de dormir. Mais je pense qu'il faut le revoir une deuxième fois, Dario. Parce que je pense que la première fois, c'est toujours un peu dur, mais il faut le revoir une deuxième fois. Non, on va pas faire ça. J'ai d'autres trucs à faire. Et du coup, ma conclusion, j'ai quand même écrit une conclusion. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas ouf. Comme le film. Comme le film. Je trouvais que la force de Scream, c'est de faire référence à des films qui existent dans notre univers, mais aussi dans la diégèse du film. Or là, Cut, il singe tous les slashers qu'on connaît, sans réelles intentions, et dans un univers où nos slashers n'existent pas, sauf 2-3, au détour d'une phrase au tout début du film qui a pas trop d'intérêt. Et Massacre à la tronçonneuse, on le sait en plus, c'est pas un slasher, donc que 2 slashers. Donc, c'est mauvais. Voilà. Petite Scream un moment.
Bah, ici, Scream tout le temps, en fait. C'est ça qui est... J'ai l'impression de voir un projet commercial d'étudiants en école de cinéma fait pour faire de l'argent, parce que ça va être un truc qui coûte pas beaucoup d'argent pour faire pas beaucoup de profit, mais plus que ce que ça n'a coûté. Donc j'ai l'impression de voir un truc un peu dégueulasse commercial de toute façon, sans réelle âme, et pour moi c'est pas du tout un des meilleurs néo-slashers ou un des meilleurs Scream-like, quoi. Alors, ils étaient pas en école de cinéma, ils étaient dans un groupe de rock, pour info. Voilà. C'est sûrement leur musique qu'on entend dans le film, j'imagine. Je sais pas. Mais quand je dis un truc d'étudiants en école de cinéma, c'est que c'est plus parce que c'est du niveau, très oui, amateur, en fait. C'est plus ça. Ça a cette énergie-là. Alors, sauf ça me fait toujours penser. Alors, je dis ça, même si je pense que le réalisateur ne l'a jamais vu, mais moi, ça me fait toujours penser, je sais pas, je vois à la Cité de la Peur. Moi aussi, la scène d'intro. Parce que j'allais le dire. La séquence des années 80, elle fait vachement Red is Dead, et puis il y a tout le truc avec le projectionniste, la pellicule. En moins bien. Voilà. Donc, peut-être qu'il rip-off aussi la Cité de la Peur. Ça serait très drôle. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu as pensé de cette merde? Non, attends, moi j'en parlerai tout à l'heure. Tu dois encore passer, Mathieu, il reste toi. Sachant qu'en plus, tu m'as envoyé par message tout à l'heure ces mortelles raclettes de François Descraques en légèrement moins naze, quand même. Bah oui. Oh non! Et en vrai, mais bien sûr que si. En vrai, il y a une tech. Mais bah bien oui, sûr que oui. Totalement. Ah non. Si. Non. Non, c'est de la merde. Dans les deux cas, c'est de la merde. Vraiment, Mylène, on va arrêter avec ce truc-là. C'est pourri. Mais il faut le remettre dans son contexte, encore une fois. Mais c'est pas une excuse, ça, le fait de remettre un film dans son contexte. Ça peut aider certains films à être mieux compris, même des années après. En fait, il y a certains films où on était passé à côté au moment de leur sortie, et des années plus tard, on se rend compte qu'en fait, le film était vachement bien. Mais Cut, moi, je l'ai vu à l'époque. J'étais en plein dans ce truc-là, et tous les néo-slashers, je me les suis farcis, hein, les Scream 1, 2, 3, 4, 27, Urban Legend, souviens-toi l'été dernier, tous les autres trucs et tout. Je les ai tous vus. Tous. Quasiment tous. Peut-être pas autant que Mylène, mais j'en ai vu vraiment beaucoup. Mais quand je suis tombé sur Cut, l'affiche pourtant me vendait un truc un peu classique, mais je sais pas, il y avait le côté australien qui me tentait. Non, c'est pas bien. C'était vraiment pas bien. À l'époque, je me rappelle vraiment avoir passé un mauvais moment devant. Et quand je l'ai revu là il y a quelques jours pour le podcast, je me suis dit, ça se trouve, comme certains de ces films en fait de cette époque que j'ai réévalué en fait avec le temps, je vais être face à quelque chose que je vais trouver bien. Non, c'est mon avis n'a pas bougé. Mon avis a même empiré avec le temps, parce qu'en 25 ans, le film est pire que dans mon souvenir, quoi. Et encore, j'avais vu ce truc-là, je sais pas, peut-être 1h du matin, je somnolais devant, le film m'a pas aidé non plus, mais c'est juste, c'est ni fait ni à faire. Alors qu'il fait que 1h20. Il fait que 1h20, ressenti quasiment le double. Vraiment, c'est un des films les plus douloureux que j'ai pu voir pour jumpscare, quoi. Pourtant, enfin, on n'a pas vu que des chefs-d'œuvre, mais le truc, c'est que de mémoire, je crois qu'on est très facilement dans le top 3 des pires merdes qu'on s'est infligé pour ce podcast. Et comme l'a dit Amélie, comme l'a dit Dario avant, c'est un film qui ne comprend absolument pas son sujet. Le fait qu'il sorte en plein pendant la vague néo-slasher, donc post-Scream, n'excuse pas le manque d'écriture, enfin ce niveau de stupidité dans l'écriture, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'intrigue, que ce soit, enfin à tous les niveaux, enfin tout est stupide, et le film ne fonctionne à aucun moment, que ce soit en mode premier degré, genre est-ce que c'est un bon slasher? Non, absolument pas. Est-ce que c'est une bonne parodie / analyse méta du slasher? Non, parce que le seul truc en fait où il se croit intelligent, c'est de prendre pour base le fait de raconter une histoire où on va suivre un tournage de film d'horreur, de slasher, dans lequel il va y avoir un vrai meurtre, et ensuite le truc va continuer ou quoi. Enfin, ça va pas non plus chercher midi à 14h, c'est pas la première fois que dans l'histoire du cinéma, il y a un film qui raconte le tournage d'un autre film dans lequel il va se passer quelque chose de dramatique, et on va essayer d'enquêter par-dessus. Or, c'est même pas un bon wood unit, parce que de fait, ce que disait Dario tout à l'heure, il y a une espèce d'élément fantastique qui arrive à un moment donné, enfin très rapidement dans le film, et qui n'a absolument rien à foutre là quand le tueur se prend un coup de couteau, je sais pas quoi. Il y a des espèces d'éclairs bleus là qui lui sortent de la tronche. Et en fait, on a l'explication qui est à la toute fin du truc, parce qu'il faut rajouter des minutes supplémentaires à un film qui était très très court, mais qui paraît déjà beaucoup trop long, pour rajouter un petit truc supplémentaire ah bah tiens, dans les slashers, il y a aussi des slashers fantastiques façon Freddy Krueger et compagnie. Donc on va rajouter un truc en fait par-dessus. On passe en fait d'un boogeyman qui était
littéralement une espèce de mélange entre Jason et Michael Myers, enfin le masque blanc inexpressif et tout, où à la fin, quand il enlève le masque, bah boum, c'est Freddy Krueger, il est tout brûlé de partout, il envoie des punchlines, sauf qu'il n'a absolument pas le charisme de Robert Englund. C'est épouvantable, et surtout le moment où j'ai vraiment pété un câble devant ma télé, c'est cette fameuse réplique où en fait il se hype en disant allez, on va reprendre le truc en main, on va relancer le film, on va faire un film, on va révolutionner en fait le cinéma d'horreur, et on va faire un film, je cite, plus gore que Halloween, plus effrayant que Vendredi 13, plus sanglant que Massacre à la tronçonneuse. Il y a rien qui va. Dans ces trois trucs, il y a rien qui va. Les adjectifs sont même pas à la bonne place. Ils n'ont jamais vu un seul de ces films, ou alors ils les ont vus bourrés avec Lily et Mylène à 3h du matin avec des substances, je ne sais pas, mais en tout cas je ne comprends pas en fait qu'on puisse se permettre d'avoir ce niveau de prétention de je vais vous faire un slasher méta façon Scream, je vais vous parler du cinéma d'horreur et de ne rien comprendre en fait à ce point. Ce qui est symptomatique de ça en fait, c'est le personnage du professeur de cinéma qui au début, quand on lui annonce que quand ses élèves lui annoncent qu'elles veulent reprendre le tournage de ce fameux film d'horreur qui s'est arrêté parce que tout le monde est mort sur le tournage, s'énerve en disant il y a des films en fait il faut les laisser là où c'est parce que c'est ni fait ni à faire, c'est de la merde et tout ça. Donc le gars en fait est très critique sur le cinéma d'horreur et on sent vraiment que c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit qu'il discute 30 secondes avec une des personnes qui travaille sur le tournage pour que en fait elle lui apprenne la vie, dans le sens effectivement il y a des films d'horreur qui peuvent être qui peuvent agir comme une espèce de catharsis, il peut y avoir des choses intéressantes dedans, et t'as l'impression que le mec, qui encore une fois je le rappelle, un professeur de cinéma, découvre à quoi sert le cinéma d'horreur. Enfin, qui écrit ça ? Et surtout, encore une fois, 20 minutes plus tard, il discute avec la fille de Kylie Minogue, donc de sa mère qui est morte dans le premier tournage, et en parlant justement du film et de sa réalisatrice qu'il avait défoncé dans les premières scènes, il dit « Ah mais en fait, oui, c'est super et tout, ta mère c'était une grande réalisatrice. » Enfin, mais non, ça va pas, tu dis un truc et son contraire, enfin, même à ce niveau-là, en termes d'écriture, ça ne va pas. C'est pas bon. Il est contre parce qu'il était trauma du premier tournage, justement. C'est pas tant qu'il aime pas l'horreur, parce qu'il en parle avec Molly Ringwald. Oui, en fait, c'est une couve. Oui, je trouve ça un petit peu facile quand même, quoi. Bah, ils en parlent un long moment où elle dit qu'elle hésitait à faire partie du projet et que lui, il voulait pas non plus le relancer, qu'il en fait des cauchemars tout le temps. Et du coup, tu comprends que c'est pas tant c'est parce vrai, finalement, il va sur le tournage. Oui, bah finalement, il les suit parce qu'en fait, il oui, accepte. Mais parce que la fois d'avant où ils ont relancé un tournage, il y a de nouveau eu des meurtres et du coup, il veut protéger les gamins, quoi. On souffle, hein. C'est ça, Puis et il y a du sa coup, pote il y qui est va là, pour la oui, soutenir aussi. et Ringwald, ils se tout, connaissent. et en fait, il se fait un peu alpaguer dans le projet, mais en fait, c'est pour ça qu'il veut les démoraliser, c'est qu'il veut pas du tout que ça soit relancé, quoi. Bah, il aurait fallu écouter ce monsieur, en fait. Mais non, mais vous savez pas ce que c'est que On des aurait bonnes tous soirées gagné du pyjama. C'est un film de soirée pyjama avec 3 bières et 2 grenadines, Mathieu. Et c'est comme ça qu'on le prend. Tu manges une bonne pizza, tu rigoles un peu. C'est pas un film qui est... Même si possiblement le film voulait être pris au premier degré, c'est pas un film à prendre au premier degré. C'est vraiment un film vraiment hyper divertissant. Et encore une fois, oui, il est pas parfait. Mais il est même pas Moi, drôle. je l'aime bien. mais- Moi, j'aime ouais. bien. Enfin, moi, désolée, mais moi, j'ai même pas le plaisir de me dire ah vas-y on regarde un truc nul mais parce que c'est marrant, parce que ça m'arrive aussi de faire ça avec des copains. Mais là, franchement, moi, je me suis juste ennuyée. Je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça divertissant, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit au premier degré façon slasher ou au second degré genre commentaire méta machin chouette, même si tu le regardes comme une parodie, ça ne fonctionne vraiment à aucun moment. Et tous les trucs un petit peu what the fuck, comme ce que je viens d'énumérer là, pour moi en fait c'est juste des accidents. En fait je les classe au même niveau que le figurant qui passe devant les deux personnes là qui discutent et qui fait un pardon, tu vois. Enfin c'est qui fait ça. Enfin c'est mauvais. Enfin je ne sauve absolument rien de ce film. Et le pire étant que pour se donner un petit peu de consistance, et c'est là où je le rapproche en fait de Mortel Raclette qui raconte à peu près la même chose, c'est-à-dire un tournage de film d'horreur où en fait les gens qui réalisent le film qu'on est en train de regarder n'ont jamais vu un seul film d'horreur de leur vie, ou en tout cas ne l'ont pas compris, c'est que ça name drop des trucs, mais systématiquement à côté de la plaque. Voilà, j'ai cité le truc précédemment, mais ça va te citer des trucs australiens, et c'est là aussi où je trouve que le film en fait se vautre complètement. C'est que pour quelqu'un qui aime le cinéma australien un minimum,
on remarque très vite que ce type de cinéma a une patte, a une personnalité. Il y a quelque chose en fait qui ressort systématiquement dans tous ces films qu'on ne retrouve absolument pas ici, vraiment à aucun moment. Il y a énormément de films de genre australiens qui peuvent être issus de plein de sous-genres différents, mais qui ont tous en commun cette espèce de folie, cette espèce de ça sent la sueur, ça sent la bière, c'est violent, ça hésite pas à en foutre plein les murs et à prendre son sujet à bras le corps, quoi. Là, ça ne fait rien, ça se croit extrêmement intelligent, alors que ça ne fait que singer le cinéma américain. Et pour seule identité australienne, dans tout ce qu'on a dans 1h20 de film, on a juste des citations de LOL Mad Max 4, LOL Priscilla Folle du désert, LOL Jane Campion. Non, je suis désolé, le name dropping, en fait, ça ne suffit pas. Kylie Minogue. Et Kylie Minogue, qui vient pour payer ses impôts. Ça ne suffit pas, en fait, à faire un bon film. Et le summum étant que ça cite, en fait, comme tous les slashers de merde, les réalisateurs, en fait, qui étaient à la mode à l'époque, et notamment Wes Craven. Dans une réplique qui m'a fait bondir, il y a le tueur et l'autre tueur qui sont face à face et qui font allez, viens, on se fait un duel à la Wes Craven. Oui, c'est vrai. Et j'étais à dire, mais un duel à quoi si tu tapes duel et cinéma, est-ce que Wes Craven, en fait, c'est le premier nom qui arrive derrière? Enfin, je sais pas, moi, naïvement, je pensais à Sergio Leone, à John Woo, enfin... Mais pourquoi? À George Lucas. Pourquoi? C'est ça le truc, c'est vraiment un machin fait à la va-vite pour profiter d'une mode, avec zéro personnalité, avec zéro scénario, avec des acteurs qui ont le charisme d'un dé à coudre, avec rien, c'est juste rien ce film. C'est une perte de temps totale. Par contre, Mathieu, j'ai une question, c'est quoi ton néo-slasher hors Scream préféré? Alors Mon néo-slasher hors Scream... Alors en fait, j'en ai pas vraiment qui me vient comme ça. Voilà. Scream 3. Mais ouais, Scream 3. On a dit hors Scream. Non, les Scream marchent pas. Peut-être parce que c'est un genre de merde, Mylène. Scary Movie. Peut-être parce que c'est de la merde, les néo-slashers. Mais ouais, oui. Enfin, j'ai pas vraiment de néo-slasher préféré de cette période parce que je n'aime quasiment rien. Mais tu rigoles, tu reviens du Stabaton où t'as regardé tous les... Souviens-toi l'été dernier Destination Finale. Finale. Destination Finale. Bah, ouais, mais Destination Finale, j'ai pas tendance à le considérer comme un slasher. Je vois pourquoi on le rapproche de ce truc-là, mais c'est pas... Si tu veux, quand je pense néo-slasher, je pense pas à Destination Finale, tu vois. Je pense c'est pas un néo-slasher, c'est un slasher fantastique, à mon sens. Ouais. Mais le truc que tu disais, Romain, enfin, je crois que c'est Sino Evil, avec le gros bourrin, là. Ouais, oui. Ça, c'était bien vénère. Oui, ça, c'est déjà plus un néo-slasher. Oui. Ouais. Ça s'est fait un peu après, par contre. On n'est plus dans là, le on est dans la vague de le... remake et c'est un peu une exception, Sino Evil. C'est ça. Moi, je vous propose un et toi, Romain, dans 3 secondes. 1, 2, 3... Et toi, Romain Alors, je serai moins violent que Mathieu, qui a mis la barre assez haute, et Amélie aussi. Quand Mylène m'a présenté le projet, moi, j'étais intrigué. C'est-à-dire qu'en effet, comme Mylène l'a dit, elle a failli nous infliger bien pire, et la quête du film de cet épisode a duré plusieurs mois, quand même, faut le rappeler. Et Cut m'a eu sur le papier, parce que ça parle de pas mal de choses. Moi, j'aime bien les films dans le film, surtout dans le cinéma d'horreur. Je pense évidemment à Coupé, film japonais qui est excellent, film de zombies avec un film dans le film, j'en dirai pas plus, faut pas spoiler. C'est Ne coupez pas. Oui. Ouais, l'original. Coupé, c'est le remake français. C'est le remake français de d'Adam Navicius. Moi, j'aime bien le remake français. C'est un autre débat, on l'aura plus tard. Mais en tout cas, ce film est excellent et je vous le conseille. Allez-y sans voir le trailer, ça va tout vous spoiler sinon. Je pense évidemment dans les films dans le film d'horreur qui servent d'un film d'horreur pour parler du cinéma d'horreur. Je pense à Diary of the Dead de Romero, qui prend le même concept d'étudiants en cinéma qui font un film d'horreur et qui se trouvent dans une situation un peu compliquée. C'est pas un des meilleurs Romero, loin de là, hein, mais ça en parle plutôt mieux que dans Cut. Et à côté, j'ai une passion pour les films d'horreur perdus et inachevés. Ce dont Cut parle, au fond, au final. C'est des étudiants qui reprennent un vieux film d'horreur et ils vont le retaper. J'ai une longue passion pour ça. J'aimerais vraiment faire un épisode un jour, un truc de 3 heures où on parle de tous les films qui n'ont jamais été retrouvés, perdus. Je pense à Londres après minuit de Todd Browning, film muet qui a été brûlé dans un incendie qui est du coup totalement inédit. Je pense à Grizzly 2, La Revanche, un film de Grizzly géant. Ils l'ont enfin sorti. C'était tourné en 83-84 avec George Clooney, Laura Dern, John Rhys-David et Charlie Sheen. C'est un film avec un grizzly tueur et le film est jamais sorti. Et ils l'ont enfin finalisé, tu vois. Donc j'aime beaucoup ce genre d'histoire et je me dis, Cut, ça parle de tout ça, quoi. Il y a un terreau hyper fertile pour parler un peu du genre et parler de thèmes qu'on voit pas tant que ça. Et je me dis, ce serait une bonne continuation du néo-slasher de parler du cinéma de genre par le biais d'autres thèmes
qu'on voit pas beaucoup abordé dans ce cinéma au final. Bon. Après, t'as vu le film. Oh, c'est dur, hein. C'est vachement dur quand même. C'est dur de pas se répéter, mais je trouve que c'est réalisé n'importe comment, comme une mauvaise série de télé en fait, quoi. J'ai cette impression de voir une sitcom NT1 de l'après-midi que tu lances au hasard et tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Tout est bleu et jaune. Personne n'a envie d'être là et ça se voit, à part l'actrice principale qui fait un petit effort quand même. Moi j'aime bien la Final Girl, c'est le truc que je dirais en positif. Elle m'a un peu plu. Tout le monde est odieux, c'est tous des connards. Et en effet, le film te balance tout et rien en ref, mais juste pour montrer qu'il a les refs, et il s'en bat les couilles. Et il balaye ça d'un coin de la main, et hop, il fait son truc. Le tueur est ridicule. On en a pas parlé, mais horrible. Ce masque est moche. Et vraiment, à la fin, quand il l'enlève, tu dis, putain, en effet, c'est Fredoche. On a dit, c'est Fred Wish. Et il faut attendre les 5 dernières minutes pour que quand il commence à faire fondre la pellicule, il y a un peu d'idée. C'est-à-dire que quand ils font fondre la pellicule, le tueur se met à fondre. Et là, il y a du make-up. Là, c'est un peu crado. Il y a du slime qui coule de tous les côtés. Le mec s'amuse limite en vomir sur l'actrice principale. Et je me dis, ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est marrant. C'est ça qu'on attend. Et c'est la fin du film. Moi, c'est ça que j'attendais. La fin du film. Non, c'est con parce que ce que j'ai aimé, voilà, c'est les 2 dernières minutes du film, quoi. Où il y a un peu d'enjeu, où il y a un peu de budget, tout est en flammes, ça gueule et tout. Alors t'as le prof qui sort de nulle part avec une sorte de pieu dans la gorge qui se l'enlève, comme si c'était une piqûre de moustique. Comme si c'était normal. Ouais, tranquille, moi ça m'est arrivé hier et je suis toujours là, donc je confirme. C'est ça, faisable, hein. Il s'enlève le truc de la gorge, puis hop, il s'en bat les couilles, il est de retour. Et c'est justifié, genre, dans la séquence finale avec un journal qui dit machin truc, le miraculé. Genre, tu peux tout justifier comme ça, quoi. C'est fabuleux. J'ai l'impression que ce film se fout de ma gueule aussi, tu vois. Je l'ai pris comme ça aussi. Je me demande si ce film nous a pas un peu craché dessus. Après, c'est cohérent avec le genre du souscrit. Hein. Oui. C'est des gens qui ont vu une faille, qui se sont engouffrés dedans et qui te prennent ta thune et qui te font un petit dos d'honneur. Hop, au revoir, à la prochaine. Et c'est comme ça que j'ai pris. Oh. Bon, je le regarderai pas à nouveau. Je suis pas aussi violent que Mathieu et Amélie, mais je suis loin d'être aussi dithyrambique que vous, parce que ce film n'est pas divertissant. Ce film, il est long et chiant. Il y a des répliques marrantes à droite à gauche, mais de manière... accidentelle. En effet, le dialogue où les femmes expliquent pourquoi les femmes font du cinéma de genre, c'est la catastrophe. C'est le féminisme qui s'autodétruit. Je vous promets. Elle dit littéralement, nous les femmes, on fait du cinéma de genre comme ça. Après, quand on a un bouton sur le nez, on est moins triste. C'est littéralement ce qu'elle dit. Mais pardon. C'est marrant parce qu'aussi le film tente de jouer un peu avec la grammaire horrifique, mais de manière un peu catastrophique. Parfois, il te décale des jumpscares de manière un peu bizarre, ou parfois il allonge des plans pour te faire croire qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, non. Je pense. Il y a les flics qui arrivent à la fin, ils tombent sur Fredoche. La deuxième flic sort son gun et elle tire dessus. Et lui, il approche pour la tuer. Et il y a un très long plan sur lui qui la regarde en mode eh oui, t'es la prochaine. Mais ce plan qui devrait durer 2 secondes, il l'étire un peu pour te faire vraiment attendre le kill. Et c'est vraiment beaucoup trop long. Et du coup, c'est juste un long plan gênant sur Fredoche qui la regarde avec un petit sourire de con en mode eh oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh oui. Il a pas dit couper. Et c'est plein de petits trucs comme ça à décaler, et je trouve ça un peu bizarre, c'est déstabilisant. Je vois ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il voulait un petit peu jouer avec le spectateur, mais ça marche pas du tout. Et le dernier affront que fait ce film, en effet, c'est il y a aucun meurtre vraiment gore ou vraiment percutant. Le seul qui aurait pu être percutant qui m'a réveillé, c'est la productrice avec le découpe des rondins, là, le truc en métal que tu passes sur un rondin et ça le coupe en 2. Il prend sa tête, il l'a foutu, tu te dis oh putain, il va la décapiter seulement. T'as un plan de la fenêtre avec du sang qui gicle. Mais en vrai, ça c'est un défaut de beaucoup de sous-scream de l'époque. On a évoqué, souviens-toi l'été dernier, Urban Legends, revoyez-les. Il y a beaucoup de meurtres hors champ et pas spectaculaires du tout. Oui. En vrai, c'est très sage et très lissé. Hein. Ça a toujours été soft, même Scream, c'est soft. Mais c'est que là, cette scène-là, elle est montée d'une manière à ce que, en fait, dès le début, quand ils sont dans cette espèce de cabanon, on voit le truc pour découper du bois et il le met en route et genre c'est très long, tu vois. Il y a une espèce de comme le truc de la bombe dans les films d'Hitchcock, quoi. On attend le moment, parce qu'en fait, ça fait du bruit, et il y a plein d'inserts sur ce truc-là, pour au final ne rien voir, en fait. Donc oui, c'est frustrant. On te charge, en fait. Tu vois, on te charge, on te dit, ah, tu vas pouvoir relâcher la pression, tu vas avoir ta catharsis. Et en matière de scène... Et en matière de scène étirée inutilement, est-ce qu'on peut parler 30 secondes, en fait, de l'héroïne qui essaye de balancer
des bobines et des bouts de pellicule dans des flammes qui sont littéralement à 1 mètre devant elle. Putain. Et ça lui prend un quart d'heure. Mais elle est en panique. Essaye de comprendre. Non, elle est pas en panique. Ça, pour le coup, Le tueur, il est en train de s'occuper d'autres personnes, donc Oui, elle a oui. tout le temps en fait pour faire ça. c'est pas ce genre de film. Mais pourquoi Pour elle le le coup, joue c'est comme pas si ce genre elle de était film. bourrée aussi, genre elle titube et tout. Moi, je pense que c'est une fausse piste. C'est peut-être elle la tueuse. Ah oui. Voilà, c'est ni fait ni à faire, mais je suis pas mécontent de l'avoir vu. Pour le coup, c'était une découverte d'un film que je ne connaissais absolument pas. Et j'aime bien savoir que quelque part, il y a un slasher avec Kylie Minogue, qui est, pour le coup, vraiment là, 3 plans dans le film. Hein. N'y allez pas pour elle. C'est vrai que ça a été ta seule réaction quand je t'ai dit cut. Tu m'as juste dit avec Kylie Minogue. Oui, mais c'était sincère. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle branle là? Et en fait, je l'ai même pas reconnue parce qu'elle est habillée normalement et pas en pop star, tu vois. Et je l'ai même pas vu se faire éjecter du film. Elle se fait couper au montage, littéralement. Non, mais note à moi-même, la prochaine fois, je sortirai L'Exorciste en folie ou Le Couvent, et puis voilà, vous aurez rien à dire. Oui. L'Exorciste en folie, moi, je valide. Hein. Le Couvent ferait un bon épisode, mais il y avait un autre film qu'on a évoqué, toi et moi, Mylène, qui fera un très bon épisode, c'est Slashers. T'as essayé de rentrer dans ma tête, tu t'es pris pour, je sais pas pour qui tu t'es pris, t'as fait, t'y avais pas pensé celui-là, dis donc, je pensais que t'aurais pu le prendre. Et j'y avais pensé, mais j'ai vu que tu voulais rentrer dans ma tête, J'ai Romain. tenté Ça marche de pas comme ça. brain Mylène sur Slashers. Slashers est un slasher... c'est pas un found footage, mais c'est filmé comme un épisode de jeu TV où des survivants sont lâchés dans un grand décor avec 3 tueurs et la caméra les suit sans arrêt, ils doivent survivre en fait. C'est une sorte de... Le prix du danger d'Yves Boisset, mais en slasher. Voilà. Ou Running Man de Stephen King. On en parlera de ce film. Enfin bref, le film est disponible, Cut est disponible chez BHQL en Blu-ray et en DVD pour ceux que ça intéresse quand même d'aller le voir. Est-ce que vous voulez finir l'épisode? Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Moi j'avais une question, vu qu'on a pas mal parlé du néo-slasher, est-ce que Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, ça compte comme un néo-slasher ou pas? Non. Non. Le néo-slasher, il est fini en 2001, sûr. Et en fait, après, c'est juste la vague... c'est le creux de la vague, juste avant la nouvelle vague de 2017, là, qui a commencé avec Happy Birthday. Mais il est vraiment à part, en fait. À partir de 2001, c'est que des trucs un peu ovni qui sortent. Genre Détention, Behind the Mask. Et qui sont aussi des héritages de Scream, mais qui veulent pas faire du méta comme Scream, en fait. Qui s'amusent plus avec les codes, quoi. Ouais, c'est vachement plus hybride. En fait, souvent, t'as plusieurs genres qui sont mélangés. Genre Behind the Mask, effectivement, il y a plein de rêves, parce qu'en plus, tu vois Robert Englund qui joue un rôle à la Donald Pleasance dans Halloween. Et du coup, c'est un monde où les boogeyman existent. Enfin, il est trop cool, ce film. Mais là, c'est un documentaire. C'est vrai qu'en général, la forme, elle est vraiment hybride. Et à chaque fois, il y a toujours plein de genres autres que le slasher. C'est pas qu'un seul genre en général. Ok. On va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode très attendu. Pour la 99e. Le 99e épisode. Et après, ce sera les vacances. On se retrouvera en septembre avec la 100e. Ah, le bâtard. Bah ouais, mais la 100e... J'aime bien, je vous en parle comme si vous le saviez pas, mais elle a besoin de boulot. C'est un gros bébé, quand même, qui a besoin d'être poli avant d'être lâché dans la nature, parce que c'est quand même une grosse bombe qu'on s'apprête à lâcher. On est dessus depuis un moment, et donc voilà, profitez des vacances avant qu'on... On l'annoncera officiellement quand, la 100e? En septembre ou en août? La 100e, l'idée c'est de lâcher la bombe. Donc en fait, on va disparaître pour le mois d'août, là, et début septembre, on va juste lâcher un teaser en mode coucou, on est de retour avec ça, quoi. En mode bam. Ah oui, donc faut vraiment qu'on se teste jusqu'à septembre. Ok, je vais mourir. Je meurs aussi tous les jours de ne pas pouvoir leaker ce que c'est. C'est très très compliqué. Mais bon, ça se rapproche. C'est enfin l'épisode Les Prochaines 4. Ah non, on avait dit qu'il fallait pas le dire. Oh non. Et on est tous dans l'espace pour cet épisode. Non, tu sais avec quoi? On va jouer un Perry. peu avec les gens. Déjà, on va vous dire, c'est pas Scream et c'est pas Les Prochaines. On dira pas plus. Comme ça, c'est Voilà. bien. La semaine C'est prochaine, c'est Reanimator, qu'on tease depuis déjà le début de la saison. Un gros morceau aussi. Donc voilà, il y a que du lourd qui vous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. En plus, il y aura la Spooky Season qui arrivera juste après, donc ça va être la teuf. Donc voilà. Portez-vous bien d'ici vendredi prochain. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter, Instagram, Blue Sky, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify. Précommandez le Blu-ray de Komodo. Ah oui, putain. Attends, tu sais quoi? Oui.
Autant en parler, on est sur le Blu-ray de Komodo qui sort chez ESC Éditions. Ils nous ont gentiment invités à faire un commentaire audio, le Commodore audio, comme on dit dans les mails du truc. Donc voilà, le film ressort en HD, le Komodo. Tout ça, c'est grâce à Dario. Et voilà. Merci Dario. Bravo C'est Dario. grâce à notre communauté et à l'armée de Discord. On est fiers de pour toi Dario. l'anecdote, en effet, beaucoup de gens ont débarqué sur l'annonce de ESC pour faire des références à Jumpscare. Donc en fait, c'est grâce à vous, les gens qui nous écoutez, qu'on a pu faire ça. Donc voilà, merci. Le projet, le Blu-ray est en précommande, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on a fait le tour. Et bah du coup voilà, à vendredi prochain. Des bisous. Bisous. Salut. À la prochaine.